Ça a été un succès, merci aux intervenants. Lorsqu'on avait bâti un peu le programme, on cherchait les liens entre géopolitique et géoéconomie, et on a vu que ces deux sujets étaient vraiment au cœur de cette problématique. Lorsque le conflit Est-Ouest s'est terminé, beaucoup de gens ont dit c'est la fin de la géopolitique et désormais place à la géoéconomie. Et on ne va plus avoir de conflit géopolitique, la fin de l'histoire qui a été évoquée par un intervenant, mais désormais c'est la géoéconomie. Je ne vois pas comment on peut opposer ces deux notions, parce que par définition, si on n'a pas de l'économie dans la géopolitique, elle est muette ou elle n'est pas intelligible. Et donc, par définition, géopolitique et géoéconomie sont liés. Il n'y a pas de distinction. L'économie est un élément fondamental de la géopolitique, et de plus en plus, d'ailleurs. Les deux sujets qui ont été choisis sont des sujets, l'énergie, l'alimentation, qui, dès le départ, ont un aspect géopolitique. L'arme alimentaire, les guerres de l'énergie. Mais en fait, même si depuis longtemps on sait que ça avait un aspect géopolitique, on sait que ces sujets le sont de plus en plus et que leur aspect géopolitique apparaît de plus en plus visible, de plus en plus central. Michel-Édouard a parlé du Rubik's Club. La couleur géopolitique est de plus en plus couvre de plus en plus le champ de toutes nos actions. Et on voit très bien que, et ce n'est pas uniquement dû aux deux guerres majeures qui nous occupent, la guerre de Gaza, la guerre Russie-Ukraine, il y avait déjà, avant ces deux conflits, un intérêt croissant pour la géopolitique qui maintenant existe au lycée, en classe de première, en classe de terminale. Désormais, les dirigeants, et à Neoma, vous le savez très bien, doivent avoir une formation géopolitique, sinon c'est comme s'ils n'avaient pas de passeport, en fait, ils ne peuvent pas être mobiles. Et donc, en fait, la géopolitique fait partie de la formation du citoyen, bien sûr, mais également des dirigeants, des responsables d'entreprises, des responsables d'ONG, d'associations, des responsables syndicaux. On ne peut pas ignorer ce qui se passe à l'extérieur parce que la notion d'affaires étrangères est à bannir. Il n'y a pas d'affaires qui nous soient étrangères. Toutes les affaires qui se passent en dehors ont un impact chez nous directement. C'est bien sûr un effet de la globalisation. Il y a 200 ans, la Chine faisait 30% du PIB mondial et cela n'inquiétait personne parce qu'elle était coupée du reste du monde. C'était une Chine qui était la première puissance mondiale, mais qui était une Chine dans un monde non globalisé. Aujourd'hui, la Chine fait 18% du PIB mondial, donc c'est nettement moins que ce qu'elle faisait il y a 2 siècles. Et pourtant, c'est perçu, ne serait-ce qu'aux États-Unis, comme une inquiétude majeure. En Europe, on hésite entre partenaires, rivales économiques ou rivales systémiques. Et le poids de la Chine, moindre qu'il y a 2 siècles, est partout. Ce qui a changé, c'est la globalisation. Il y a 250 ans, Catherine II annexait la Crimée. Ça paraissait pour une sorte d'affaire locale qui ne concernait personne. Effectivement, lorsqu'il y a 10 ans, Poutine a fait la même chose, ça a eu un impact tout à fait différent. Et donc on voit que la géopolitique est partout. Le problème, c'est que dans notre métier, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et l'ardeur optimiste n'est pas tout... Je vois l'ardeur, l'optimisme n'est pas tout à fait de mise quand on travaille sur les questions géopolitiques. Mais en même temps, s'il n'y a pas beaucoup d'optimisme, il faut ramener de la raison. Et peut-être ne pas nous laisser guider par l'émotion dans nos analyses, dans la mesure où il n'y a pas d'affaires qui nous soient étrangères, dans la mesure où tous nos choix sont guidés et impactés par des décisions et des réalités géopolitiques. Il faut réellement les analyser de façon rationnelle et non pas de façon émotionnelle. Et c'est un peu le piège parce que plus on parle de géopolitique, plus on en parle au quotidien, plus on en parle sur les plateaux télévisés, plus on a tendance à le faire de façon émotionnelle, d'une part parce que quand on présente les choses comme étant binaires entre le bien et le mal, c'est plus facile, il y a moins besoin de connaître les réalités, on a le sentiment que c'est plus exportable, qu'on va plus intéresser les gens, alors qu'en fait, ça conduit à des mauvaises décisions. Ça conduit à des mauvaises décisions, et donc il faut ramener des réalités. La réalité, c'est que oui, le monde ne va pas plus mal qu'avant, en réalité. On nous dit sans cesse que le monde allait mieux auparavant. Non, il allait mieux auparavant par rapport aux espoirs qui ont été nés de la fin de la guerre froide, qui n'ont pas été satisfaits en grande partie, parce que nous avons mal su gérer collectivement dans le monde ce tournant historique, et que les tentations de l'hubris l'ont emporté sur une gestion collective des affaires mondiales. Nous avons à la fois un monde globalisé, mais il n'y a pas réellement de communauté internationale. Nos intérêts sont divers et ils sont divergents et finalement ils se transforment assez vite en opposition.
Le monde n'allait pas mieux quand il y avait la guerre du Vietnam, quand il y avait un coup d'État en Indonésie qui faisait 600 000 morts, quand il y avait des interventions militaires à droite et à gauche, et que de nombreux peuples n'avaient pas le droit à la parole. Par contre, il va moins bien qu'on l'espérait lorsque l'URSS s'est effondrée et que l'on pensait que finalement le capitalisme heureux, la démocratie sereine allait l'emporter un peu partout. Ça n'a pas été le cas. Et si nous souffrons collectivement dans les affaires de géopolitique, c'est très souvent du prix de l'hubris. C'est très souvent l'hubris qui nous a conduit à, d'une part, mal analyser les choses et le faire de façon non réaliste. Et donc la réelle politique, elle est souvent condamnée, critiquée, mais une fois encore, pour reprendre la formule que je cite souvent d'Hubert Védrine, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréel politique. Si on ne part pas des réalités, les réalités se rappellent à nous et les faits ont la tête dure. Et donc il faut partir des réalités, c'est peut-être moins romantique, c'est peut-être moins enthousiasmant, mais si on veut changer le monde, si on veut améliorer le monde, il faut partir du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce que c'est la meilleure façon de contribuer à le rendre encore plus malheureux. Et l'hubris, c'est l'hubris qui a fait penser que lorsque l'ennemi soviétique, le rival soviétique avait disparu, eh bien le monde allait s'occidentaliser. Non. L'Occident a certes triomphé de l'Union soviétique, mais il a fait l'erreur de penser qu'il avait gagné la guerre et de privilégier une victoire dans la guerre froide plutôt que de bâtir le nouvel ordre mondial que l'on célébrait par ailleurs. Mais en fait, le choix qui a été fait par le monde occidental, c'est plutôt le choix de la victoire que de bâtir. Et Gorbatchev a souvent dit qu'il avait été trahi et que les Occidentaux avaient préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. Et en fait, quand on ne règle pas les problèmes et qu'on est aveuglé par l'hubris, les problèmes se rappellent à vous et finalement, le prix à payer, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, quand on ne prend pas en compte les réalités, le prix à payer est beaucoup plus lourd. On a pensé que finalement les Russes, les Chinois allaient s'occidentaliser. Ils se sont modernisés, mais ils ne sont pas occidentalisés. Et les Russes sont restés Russes, les Chinois sont restés Chinois, et le monde occidental a certes triomphé de l'Union soviétique, il n'a pas étendu son impérium sur le reste du monde, et même au contraire d'ailleurs. Il est dans un recul relatif par rapport au Sud global, qui a pour désir collectif de ne plus accepter la domination du monde par les Occidentaux, alors que les Occidentaux pensaient que, comme la démocratie l'avait emporté, comme l'URSS avait implosé, comme la Chine se mettait au capitalisme, ils allaient pouvoir... On a confondu occidentalisation et globalisation. Le monde s'est globalisé, il ne s'est pas occidentalisé. Et du fait que l'on pensait avancer rapidement vers un monde dans lequel les Occidentaux allaient imposer leur volonté, leur agenda, eh bien, il y a eu des résistances qui se sont développées et qui nous sont renvoyées en pleine figure. On a pensé effectivement que les Russes allaient adhérer à nos modèles, qu'ils allaient devenir totalement occidentaux et qu'il n'y aurait plus de résistance à la volonté occidentale. Erreur. L'hubris occidentale d'élargir l'OTAN, de penser que la Russie, ayant perdu la guerre froide, étant un pays vaincu, pourrait accepter tout ce que l'on voulait qu'elle fasse, eh bien, finalement, je reprendrai la formule de Jean-Louis Bourlange à propos de la guerre de Gaza, cette guerre d'Ukraine, elle est sans excuse. Mais elle n'est pas sans cause. Elle n'est pas sans cause, et les causes, ce sont les multiples erreurs que les Occidentaux, par hubris, ont commis la guerre de la Russie. On va élargir l'OTAN, ils vont devoir l'accepter. On va faire un système de défense antimissile, ils vont devoir l'accepter. On va intervenir en Libye, ils vont devoir l'accepter, etc. Ils ne l'ont pas accepté. Cette guerre est sans excuse, elle n'est pas sans cause. Mais hubris russe, hubris de Poutine, qui pensait qu'il serait accueilli en héros à Kiev et que l'accueil plutôt favorable qu'il a eu en Crimée se répercuterait sur l'ensemble de l'Ukraine et qui pensait que les Occidentaux ne réagiraient pas une fois qu'il aurait développé finalement son projet d'anéantir l'Ukraine et de la conquérir. Et en fait, il s'est cassé les dents et rien ne s'est passé comme il a prévu. L'OTAN est plus forte que jamais. Le sentiment national ukrainien est définitivement anti-russe. Il a gagné la Crimée, peut-être une partie du Donbass, mais il a définitivement perdu l'Ukraine. Et donc, il a plutôt montré une faiblesse relative de la Russie que la force de la Russie. Et donc, emporté à son tour par l'hubris, faisant ce qu'il reprochait aux Occidentaux, il reprochait aux Occidentaux leur hubris, il a lui-même été emporté par l'hubris et il s'est heurté à la résistance de la résistance ukrainienne
et de la solidarité occidentale à l'égard de l'Ukraine. Mais peut-être hubris ukrainien de penser que la guerre pourra se prolonger sans céder, de dire qu'il ne faut pas négocier et d'avoir refusé de mettre en œuvre les accords de Minsk qu'ils avaient pourtant signés en 2015, d'accepter les plans qui ont été faits, d'accepter même y compris un plan qui avait été topé entre Macron, Merkel, Zelensky et Poutine en décembre 2021 à Paris, et que Zelensky a accepté à Paris et a refusé lorsqu'il est revenu à Kiev, ou aussi hubris ukrainien de refuser en mars 2022 le plan qui était fait de on fait un cessez-le-feu et on parlera de la Crimée dans 15 ans. Et ils ont dit non, on veut la Crimée. Et donc, il y a aussi un hubris ukrainien de dire on ne fera le paix que lorsqu'on aura reconquis le Donbass, la Crimée, que Poutine sera jugé devant la Cour pénale internationale et que la Russie aura payé les dommages qu'elle a causés en Ukraine. Ça n'arrivera jamais. Et donc, on voit que cet empilement d'hubris est arrivé à cette catastrophe d'une guerre qui pèse sur nous tous, qui pèse sur les Européens, qui pèse sur les Ukrainiens, qui pèse sur les Russes, qui pèse sur les pays africains, sur l'augmentation des prix alimentaires, l'augmentation des prix de l'énergie. Les deux débats qu'on a eus aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont le plus coûté, qui ont dans un premier temps pesé sur la Chine, puisque les deux principaux postes d'importation sont l'alimentation et l'énergie. Et donc ce conflit, par cet enchaînement, cet empilement comme une poupée russe, ces hubris mêlés, ces hubris entremêlés ont créé cette situation dont on ne sait pas comment sortir par hubris. Parce que on dit non, les pays occidentaux disent notre crédibilité est en jeu et donc on ne va pas céder maintenant. La Russie dit ma crédibilité est en jeu, je ne vais pas céder maintenant. L'Ukraine dit ma crédibilité est en jeu, je ne vais pas céder maintenant. La Première Guerre mondiale, ça a été ça. L'Autriche-Hongrie pensait normalement, lorsque l'archiduc Ferdinand est tué, il n'y a pas une ligne dans les journaux américains. On en parle un peu, c'est un fait divers. 5 semaines plus tard, c'est la guerre mondiale. Donc parce que l'Autriche-Hongrie a dit que sa crédibilité était en jeu et qu'il fallait punir sévèrement la Serbie. Et que les Russes ont dit mais ma crédibilité est en jeu, je suis l'allié de la Serbie. Et que Français et Anglais ont dit que leur crédibilité était en jeu. Donc on voit que l'hubris, à quoi cela peut conduire. Hubris également pour Gaza. Les Israéliens pensaient que les Palestiniens ne seraient pas capables d'une opération militaire. 2 ans auparavant, ils s'étaient approchés sans armes de la clôture de la bande de Gaza. Ils avaient été tués ou blessés et rien ne s'était passé. Ils pensaient que la question palestinienne était réglée parce qu'ils avaient fait l'appel avec le Maroc et les Émirats arabes unis. Ils pensaient que la question palestinienne était réglée parce que le mur, l'occupation faisait que les Palestiniens, on n'entendait plus parler, ça n'apparaissait plus, il n'y avait plus un problème. Et que pour les élections israéliennes, le débat n'était plus paix ou négociation, c'était annexion ou pas annexion. Et en fait, quand on ne règle pas un problème, on n'a pas réglé le problème de l'architecture européenne de sécurité après la fin de la guerre froide. On n'a pas réglé le problème palestinien après de nombreuses les accords d'Oslo et d'autres. Et en fait, elle s'est rappelée au mauvais souvenir de tout le monde parce que simplement, au XXIe siècle, un peuple ne va pas accepter d'être occupé par un autre. Et que tant qu'il n'y aura pas un règlement de la question palestinienne, il y aura un conflit. Et que l'on peut le passer sous silence, on peut ne pas en parler parce que ça divise l'audience, que ça crée des problèmes dans nos sociétés, et que les Israéliens pensaient que le Hamas ne serait jamais capable de mettre en œuvre une opération militaire d'une telle ampleur, à la fois maritime, aérienne et terrestre, que la clôture suffirait finalement à les mettre derrière, les laisser à Gaza, qu'on pouvait dégarnir l'armée israélienne à Gaza pour mettre plus de militaires en Cisjordanie, puisque par hubris, le laisser-faire, le permis de s'installer laissé à tous les colons faisait qu'on avait plus de en Cisjordanie. Et donc voilà, l'hubris israélien qui pensait qu'il n'y aurait plus de question palestinienne a été très sévèrement et douloureusement endommagé par l'attaque terroriste du 7 octobre. Puis ensuite, l'hubris israélien de dire « je vais pouvoir me venger », attaquer sans que la communauté internationale ne dise rien. Alors pour le moment, ça s'opère. Pour le moment, c'est vrai que Joe Biden peut dire qu'il a le cœur brisé quand des humanitaires sont tués par une frappe israélienne, mais il continue à envoyer des armes. Mais cette hubris de penser que ceci n'aura pas de prix va se heurter
sur le mur du long terme. Parce que l'erreur commune avec l'hubris, c'est de réfléchir à court terme et pas à long terme. Cette guerre va laisser des traces. Nous n'avons pas les images, nous, dans les pays occidentaux. Elles sont sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas sur les télés mainstream. Il n'y a pas de une sur ce qui se passe à Gaza. Il y a des unes sur les otages. Mais ça va apparaître. Et en tout cas, ça circule dans le reste du monde. Et cette guerre va laisser des traces extrêmement fortes entre le Sud global et nous, parce que nous disent les pays du Sud global? Vous condamnez, au nom du droit international, l'acquisition de territoire par la force quand il s'agit de la Russie par rapport à l'Ukraine. Vous condamnez le bombardement de populations civiles lorsqu'il s'agit de bombardements russes sur l'Ukraine. Mais quand Israël le fait sur Gaza, alors disent on n'occupait pas Gaza. Quand on fait un blocus, on occupe un territoire. Et que vous bombardez une population qui, par ailleurs, ne peut pas fuir parce qu'elle est sous blocus. Les bombardements de civils, ça a toujours existé, même si c'est interdit. Mais généralement, ils peuvent s'échapper. À Alep, ils pouvaient s'échapper. À Grozny, ils pouvaient s'échapper. Là, à Kiev, on peut aller dans les abris ou aller ailleurs. Là, il n'y a nulle part à aller. Et donc, le prix moral à payer de ce double standard mal assumé de la part des Occidentaux sera lourd. Et bien sûr, cette guerre de Gaza est un cadeau pour Poutine qui peut, de façon cynique, parce qu'il se fout complètement du sort des Palestiniens, de façon cynique, jouer le relativisme moral occidental. Nous avons 3 coupures géopolitiques majeures. La première concerne la coupure entre la Russie et le monde occidental. Et tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de retour à la normale entre les Occidentaux et Poutine. Ce qui nous arrangerait, c'est qu'il y ait un coup d'État interne et que même quelqu'un du système qui soit comme Poutine, mais qui n'est pas le passif de Poutine, donc une sorte de type pareil, parce que de toute façon, va pas y avoir un nouveau Gorbatchev ou va pas y avoir un pacifiste qui va arriver au pouvoir à Moscou. Poutine n'a pas créé un système, il est le produit d'un système. Mais en tout cas, nous, ça nous arrangerait que ça soit un autre. Parce qu'on a tellement dit qu'il n'est plus question de parler avec Poutine qu'on ne pourra le faire. Même si, un jour, il fera bien lui parler parce qu'il va rester au pouvoir. Et que bon. Mais en tous les cas, on est revenu à un niveau de relation qui est à peu près celui des années 50 entre Moscou et l'Occident. La deuxième coupure, et elle concerne aussi bien l'alimentation que l'énergie et tous les autres sujets, c'est celui entre la Chine et les États-Unis, qui est le grand duel à venir, qui est enrobé d'arguments moraux de la part des États-Unis. Nous sommes une démocratie, la Chine une dictature, c'est vrai, mais ce n'est pas la cause de la réalité. La cause de la réalité, c'est le rattrapage phénoménal que la Chine opère sur les États-Unis et qu'ils viennent souffler dans leur dos et qu'ils s'apprêtent à les dépasser prochainement en termes de PIB, ce qui est proprement insupportable. Comment les dirigeants américains, qui ont une très mauvaise connaissance du monde extérieur, qui c'est la première puissance mondiale, vont gérer le fait d'être rattrapés par un autre pays alors qu'ils pensent qu'ils sont la première puissance mondiale et que c'est mérité parce qu'ils sont les seuls à avoir des valeurs universelles, confondant les valeurs américaines et les intérêts des États-Unis avec les valeurs universelles, c'est une question qui est essentielle pour l'ensemble des compétitions. Et la troisième coupure, c'est la coupure entre le monde occidental et le Sud global, qui est niée par les néoconservateurs, qui est revendiquée par le Sud global. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose de commun, y compris au sein des BRICS, que la Chine et l'Inde sont en rivalité, que l'agenda de l'Arabie saoudite n'est pas celui du Brésil, etc. Oui, ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas ni les BRICS ni le Sud global ne sont un bloc comme le monde occidental peut l'être. Le G7 est beaucoup plus uni que les BRICS. L'OTAN, qui célèbre son 75e anniversaire aujourd'hui et qui veut continuer à exister, eh bien, le bloc occidental est plus uni sous leadership américain que le Sud, où il n'y a pas de leader. La Chine n'est pas le leader du Sud, c'est le pays le plus important, mais pas le leader, parce qu'elle n'impose pas son agenda aux autres. Mais par contre, tous ces pays ont un agenda commun qui est le rejet de la domination du monde occidental, qui est le rejet du dollar comme monnaie internationale, et qui est le fait qu'ils étaient indépendants, ils veulent devenir souverains. Et ils ne veulent plus accepter qu'on leur dicte leur conduite, qu'on leur dise « c'est pas bien ce qu'a fait la Russie, il faut prendre des sanctions. On a décidé seul des sanctions, sans vous consulter, maintenant vous allez les appliquer. » Ils disent « non, non, nous, on a des intérêts en Russie, et donc on ne va pas vous obéir. » Parce que vous êtes hypocrite, vous avez un agenda moral qui a géométrie variable, vous avez des doubles standards. Et 2, on ne va pas se sacrifier pour vous, parce que nous avons nos intérêts, et on ne va pas sacrifier nos intérêts pour suivre les vôtres. Donc oui, ce n'est pas un bloc, oui, ils sont très différents, mais en tous les cas, collectivement, ils refusent. Aucun pays non occidental n'a pris de sanctions contre la Russie.
Il n'y a que les pays occidentaux. Et nous avons une bascule, en fait, parce que aussi une des causes du trouble actuel, c'est qu'il n'y a plus réellement de leaders dans le monde. Vous avez des États-Unis qui ont renforcé leur leadership sur le monde occidental du fait de la guerre en Ukraine, puisque tous les pays sont terrorisés par la menace militaire russe et demandent une protection américaine. Et là, en même temps, on célèbre dans les fastes et l'amitié, la sérénité, le 115e anniversaire de l'OTAN, l'alliance la plus solide de toute l'histoire. Voyons sa solidité le 5 novembre si Donald Trump est élu. Et donc, il y a en même temps une grande crainte. Mais en tous les cas, les États-Unis donc ont... Et voyons ce que vont faire, parce que les Occidentaux veulent toujours servir de modèle aux autres. Moi, je trouve que le Sénégal pourrait servir de modèle aux États-Unis. Un pays dans lequel il y a les élections qui se passent dans la joie et où le vaincu qui était au pouvoir admet sa défaite par rapport au vainqueur. Le Sénégal pourrait servir de modèle aux États-Unis. Trump n'a pas été aussi élégant qu'Ibrahimba en 2020 et je doute qu'il soit très élégant s'il perd les élections en 2024. Donc il faut aussi voir un peu, on veut toujours donner notre modèle aux autres. Voyons, inspirons-nous aussi un peu des autres. Le monde est divers. Nous ne sommes plus le centre du monde. Nous ne sommes plus seuls au monde. Et on ne peut pas imposer nos volontés aux autres du monde. Et plus on voudra continuer à le faire, plus on va diminuer relativement notre influence. Si l'on veut continuer à imposer sans négocier avec les autres en disant que nous sommes le modèle, on sera de plus en plus impopulaire et puis bientôt on sera la risée, effectivement, des autres si on continue comme cela. Parce que donc il y a un renforcement de la puissance américaine sur l'Occident, l'Europe, les alliés japonais et sud-coréens, et en même temps il y a une baisse formidable de l'influence américaine dans le reste du monde, par rapport au Brésil, par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport aux pays africains, et effectivement du fait qu'aujourd'hui la Chine est le premier partenaire commercial de 130 pays, les États-Unis de 60. Donc il y a un monde quand même qui bouge beaucoup. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire à Neoma et à l'IRIS, c'est d'analyser le monde tel qu'il est réellement, pour l'améliorer, pour que chacun puisse avoir une énergie abondante, meilleur marché, pour une alimentation saine et meilleur marché. Mais une fois encore, c'est en partant des réalités que l'on change les choses, pas en partant de présupposés qui sont iréniques, mais qui s'avèrent très facilement et très rapidement être des catastrophes. Donc, analyser les choses telles qu'elles sont, éduquer les nouvelles générations pour que, une fois qu'elles seront en responsabilité, elles aient une meilleure analyse et un diagnostic plus serein. Et puis, tenter, justement, chacun de l'autre côté, par cette analyse, de travailler aussi à un monde meilleur, parce qu'il n'y a pas d'îlot de prospérité, d'îlot pacifique, si le monde ne s'améliore pas. On ne pourra pas être à l'abri du fait de la globalisation, on n'est pas à l'abri de ce qui se passe dans le reste du monde, donc autant travailler dès maintenant à l'améliorer. Je vous remercie.